Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce que je dois vous parler de trois choses importantes. Alors la première c'est je vais vous présenter un petit peu le bilan imagé de la société Ecomail pour l'année 2019 en sachant quand même que la société a été créée en mars. Du coup c'est un bilan qui est pas tout à fait comment dire, représentatif de l'activité réelle, puisque avant d'avoir créé la société, le projet Ecomail était soutenu par ma seconde structure, Wevox. Ensuite, je vous parlerai d'une grosse mise à jour que j'ai effectuée il y a quelques jours. Certains s'en sont peut-être rendus compte au niveau de l'infrastructure de l'hébergement. On est passé sur quelque chose de beaucoup plus robuste. Et enfin, je vous parlerai d'un achat que j'ai fait avec la société pour améliorer la gestion des sauvegardes et la localisation des sauvegardes pour le projet EcoMail. Pour vous présenter le bilan de l'année 2019, on va passer directement sur mon écran. Ça sera plus simple, vous pourrez voir directement l'ensemble des slides que la comptabilité m'a envoyés et je vais pouvoir vous donner un petit peu d'explications. Alors, je ne suis pas expert en comptabilité, mais je pourrais vous donner quelques indications sur les chiffres. En avant. Nous voici sur le document transmis par notre cabinet comptable, donc ECL Direct. Donc le document reprend vraiment de manière basique les chiffres de l'année 2019. Donc pour rappel, une nouvelle fois, hein, la société Ecomail a été créée en mars 2019. Du coup, c'est pas une année complète et le service existe depuis 2016. Il était tout d'abord supporté sur ma première société et j'ai souhaité le déplacer sur une société propre à Ecomail pour justement pouvoir vous montrer tous ces chiffres. Donc en fait, la grande majorité des dons effectués par Ecomail ne sont pas visibles dans ce bilan parce que bah, du coup ils ont été faits avec la précédente structure, tout simplement. Donc en gros, là ce qu'on peut voir sur le document, c'est un chiffre d'affaires de 9 597 euros, donc forcément une hausse de 0% puisque c'est la première année, avec un seuil de rentabilité au bout du 173e jour, donc c'est plutôt bien avec un résultat, donc un bénéfice de 2384 euros. Donc là-dessus, ce qui est embêtant, c'est que sur les bénéfices, on est forcément imposé, l'impôt sur les bénéfices, et normalement, avec les dons qu'on réalise, on ne devrait pas avoir d'impôt. Sauf que cette année, du coup, comme la majorité des dons n'ont pas été effectués depuis la structure Ecomail, eh bien, nous allons avoir 400 euros d'impôt sur les bénéfices. Donc on voit une trésorerie, donc ça c'est la trésorerie de la fin d'année 2019 qui était à 2767 euros sur les comptes bancaires. Rapidement, on voit un petit peu donc les quelques chiffres, donc un chiffre d'affaires de 9 597 euros, des achats consommés de 2302 euros, une marge de 7 295 euros. Donc là aussi, c'est plutôt bien. On voit en charge de fonctionnement et bien directement 43,64% du chiffre d'affaires. Donc ça représente à peu près hein, les 50% de charge de fonctionnement que j'annonce avec les 50% de dons. Donc là-dessus, nous sommes bons. Voilà, donc après le détail des achats, après, bon, c'est des catégories comptables. Hein. Publicité, c'est pas de la publicité, c'est les différents serveurs d'hébergement. Ça passe dans la partie publicité. Voilà, donc on voit aussi les assurances, on voit des frais postaux, des déplacements et pas mal de frais bancaires hein, malgré tout, 443 euros. Donc ça, c'est les paiements PayPal en grande majorité. Il faut savoir que sur un paiement de 12 euros sur PayPal, PayPal prend 70 centimes. Donc c'est juste énorme. Hein, vu que 50%, donc hors taxe, hein, 5 euros hors taxe, est réservé à l'environnement. Sur les 5 euros restants, déjà on retire 0,70 70 centimes. Donc il reste 4,30 € pour le fonctionnement à chaque fois que quelqu'un fait un paiement sur PayPal. Alors que par virement, il n'y a aucun frais. Donc sur cet écran-là, on peut voir pas de charge de personnel puisqu'on ne prend pas de salaire sur Ecomail. En tout cas moi, pour Clio, on lui a versé un petit peu de salaire sur son auto-entreprise. Donc c'est moins de 200 euros par mois. On va essayer d'augmenter ça cette année parce que Clio passe pas mal d'heures tous les jours à gérer la communauté, à contacter les associations, à réaliser les interviews, etc. Donc pour l'instant, on met la priorité sur elle en termes de revenus sur son auto-entreprise. De mon côté, je ne vais pas prendre de salaire en 2020 non plus. De toute façon, la société ne pourrait pas. Voilà, donc pour l'instant, là, on le voit bien, c'est charge de personnel à zéro, avec des charges de fonctionnement qui représentent 4 188 euros. Et donc un bénéfice en bas de 2 384 euros.
Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse défiler les slides tout de même. Voilà, donc en impôt, on a 395 euros à payer, donc ça sera d'ici juin. Donc ça sera fait. Et ce qu'on va faire l'année prochaine aussi, c'est qu'on va essayer de faire attention dans les associations. Moi, j'aimerais bien aider des petites associations. Le souci avec les petites associations, c'est aussi qu'il n'y a pas de reçu fiscal. Donc des fois, ça ne nous permet pas de diminuer cet impôt. Parce que si on ne diminue pas cet impôt, chaque année, on va donner des grosses sommes, puisque il y a beaucoup de bénéfices, puisqu'il n'y a pas de salaire. Il faut éviter de payer des impôts, tout simplement. C'est mieux que cet argent aille dans l'environnement ou dans le fonctionnement du service pour le développement de la structure. Voilà, voilà le petit tour du document. C'est terminé pour les chiffres. Alors cette fois-ci, je vais vous parler du coup de l'infrastructure d'hébergement d'Ecomail. Donc dans un premier temps, en fait, avant, à l'origine, en fait, à la création d'Ecomail, le service était sur une machine, donc un seul serveur hébergé au data center de Free, Iliad, à Paris. Alors le data center, pour ceux qui demandent, est alimenté en énergie renouvelable. C'est simplement pas indiqué sur le site de Iliad, donc c'est pour ça que je n'en parle pas sur notre site ecomail.fr. Néanmoins, on peut trouver plusieurs articles du fondateur, du patron de Scalaway, de Scalaway. Scalaway, c'est la marque en fait d'hébergement web et de serveurs que gère Free. Donc avant c'était online.net, aujourd'hui c'est Scalaway. Donc en gros, le directeur de cette structure a annoncé il y a plusieurs années déjà qu'ils utilisaient de l'énergie renouvelable pour l'alimentation de leur data center. Mais comme je n'ai pas trouvé l'information sur leur site, je préfère éviter pour ne pas faire du greenwashing. Je préfère éviter d'en parler pour ne pas faire du greenwashing. Voilà, donc on était sur une seule machine avec bien sûr une sauvegarde, une machine de sauvegarde et une autre machine qui servait à répliquer très régulièrement la première machine, la machine de production, pour avoir une machine de secours rapidement qui puisse être rapidement remise en état avec les données à jour en cas de gros pépins sur la machine principale. Néanmoins, plus on est d'utilisateurs, et moins cette solution me satisfaisait parce que ça nécessite quand même une grosse intervention de ma part et pas mal d'heures où les données ne seraient pas complètement synchronisées. Du coup, ça serait, en cas de gros pépin sur la première machine, une grosse perturbation du service, ce que je ne souhaite pas et ce que je veux éviter à tout prix. Du coup, j'ai mis à jour, là, il y a quelques jours, l'infrastructure d'hébergement, avec une nouvelle infrastructure bien plus robuste. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que c'est assez technique. En gros, aujourd'hui, maintenant, lorsque vous accédez à votre interface Ecomail ou à votre boîte mail, vous allez tomber d'abord sur un répartiteur de charges. Le répartiteur de charges, son rôle, son but, c'est de choisir où est-ce que vous allez être dirigé, sur quelle machine vous allez être dirigé. Donc, quelle machine? Oui, parce qu'elles sont aujourd'hui deux, c'est-à-dire qu'il y a deux machines derrière ce répartiteur de charges qui contiennent les mêmes données, chacune, synchronisées en temps réel avec un système de fichiers ClusterFS pour ceux qui connaissent. Donc un système de fichiers répliqué. Lorsque on écrit un élément sur la machine A, cet élément va être également écrit sur la machine B, de manière quasi instantanée. Du coup, le répartiteur de charge, lorsque vous arrivez sur le site ou lorsque vous consultez vos mails, il va décider soit de vous envoyer sur la machine A, soit de vous envoyer sur la machine B. Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que si l'une des deux machines, la A ou la B, tombe en panne, je sais pas, les disques durs crament, la carte mère ne fonctionne plus, l'alimentation meurt, eh bien vous ne le verrez pratiquement pas. Il y aura peut-être 10 secondes où vous aurez un message d'erreur pour votre boîte mail, et encore uniquement si le répartiteur de charge vous avez envoyé sur la machine qui a un incident. Bref, ça sera quasi invisible pour la très grande majorité des utilisateurs. Donc on peut se permettre aujourd'hui d'avoir une des deux machines qui tombe complètement, qui ne fonctionne plus, sans que le service Ecomail soit paralysé. Le service continue à fonctionner de la même manière et peut toujours accueillir autant d'utilisateurs connectés en simultané. Les données ne sont pas perdues puisqu'elles sont répliquées sur la machine A et B. Et du coup, en gros, pour vous, vous ne voyez strictement rien de la panne. C'est le but en fait de ce type d'infrastructure, c'est que on ait une redondance, en fait on puisse subir des pannes sans que ça impacte l'expérience utilisateur. Derrière ces deux machines, il faut en rajouter une troisième qui est la machine de base de données, c'est-à-dire que les données en fait
de connexion par exemple, ce genre de choses, doivent être accessibles par la machine A et la machine B. Du coup, il faut un serveur externe, le serveur de base de données, qui lui est un plus petit serveur, quasi très, très petit, un serveur virtuel même, qui contient les données. Celui-ci, il est sauvegardé très régulièrement, il n'est pas dupliqué parce que cela nécessite une quatrième machine. Et à l'heure actuelle des choses, je considère que c'est pas nécessaire parce que je serai en mesure, si ce serveur tombe en panne, de restaurer la base de données en quelques minutes seulement. Donc une interruption de service de quelques minutes seulement. Voilà, ensuite, et pour finir, il y a une quatrième machine qui est une machine de surveillance de l'infrastructure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent, pardon, j'ai utilisé l'outil open source Zabbix, qui permet de générer des graphismes, des alertes, des notifications sur mon téléphone ou par email lorsqu'il y a un incident ou quelque chose, une alerte quelconque en fait, qui doit attirer mon attention sur l'infrastructure. Donc sur ces images, on peut voir la charge des machines, le load average, avec mon très bon accent anglais. On peut voir également les alertes, s'il y a un problème ou non sur l'infrastructure. Donc s'il y en a un, si c'est une alerte critique, elle va apparaître en rouge, elle va clignoter, générer une notification de mon côté, plus un son en fait, pour attirer mon attention sur la fenêtre, pour que je puisse intervenir et réagir rapidement. En plus de ça, bien sûr, ça peut m'envoyer également un SMS pour me dire attention, telle machine ne fonctionne plus, il faut intervenir. Donc cette infrastructure, aujourd'hui, elle est donc composée, si je résume, d'un répartiteur de charge, de deux machines physiques recevant la charge. La charge, c'est les visiteurs, donc vous, sur l'interface Ecomail, mais également l'ensemble de vos mails, donc les connexions via votre téléphone, votre iPad, votre tablette quelconque au final, votre ordinateur, enfin bref, toutes les connexions, c'est ces deux machines-là qui les reçoivent. Une troisième machine, une quatrième pardon, machine de base de données, donc celle-ci c'est celle qui permet l'identification sur le service. Et enfin une toute dernière qui est le serveur de monitoring, de surveillance. Alors oui, dans mon précédent discours de ce que je disais tout à l'heure, je parle de 4 machines, plus un répartiteur de charge, parce qu'un répartiteur de charge n'est pas réellement une machine, c'est une machine virtuelle, qui est, elle, en haute disponibilité. C'est-à-dire qu'elle ne peut théoriquement pas tomber, elle est répliquée en temps réel sur également deux infrastructures différentes. Voilà pour l'infrastructure. Donc il y a eu quelques perturbations quand j'ai fait la migration, quelques personnes ont eu des problèmes mineurs. J'ai trouvé les solutions assez rapidement et aujourd'hui ça fonctionne parfaitement. Je suis très, très satisfait du résultat. J'ai fait des tests également de couper une machine, couper l'autre et voir ce qui se passait. Et la bonne nouvelle c'est qu'il ne se passe rien pour les utilisateurs, tout fonctionne parfaitement continuellement. Donc ça, je suis très content d'être passé à ça parce qu'aujourd'hui on commençait à charger l'ancienne infrastructure. On est 2200 boîtes bientôt. Parfois 630, 640 personnes connectées en simultané, c'est une sacrée charge. Mine de rien, ça fait du monde. Il fallait pouvoir assumer cette charge. À noter que depuis le confinement, il y a eu une forte hausse de l'utilisation du service Ecomail, que ce soit en termes de présence durant la journée sur les mails, mais également en quantité de mails envoyés. Aujourd'hui, on va faire plus de 30% de mails envoyés par rapport au mois précédent où il n'y avait pas le confinement. Donc tout ça, bien sûr, que ce soit l'infrastructure ou l'envoi des emails supplémentaires, ça a un coût important. L'infrastructure précédente, elle coûtait de tête, hein, je ne vais pas reprendre les chiffres, c'était 40 euros la machine, 50 euros la machine mensuellement, plus la machine de synchronisation, on va dire à peu près autant, 80 euros, non, un peu moins, elle faisait 70 euros en tout, plus les licences Plesk, donc c'est 17 euros par licence. Bref, on s'en sortait pour 130 à vue d'œil. Aujourd'hui, une machine, donc la A et la B chacune, c'est 100 euros, donc ça fait déjà 200 euros. Le load balancer, il est à 9 euros, il me semble. La machine de monitoring, elle est à 9 et là, le serveur de base de données, autant. Il faut ajouter à cela les licences Plesk. Bref, on s'en sort entre 250 et 300 euros, donc une nette augmentation pour l'infrastructure d'hébergement Ecomail, mais c'est le prix de la qualité de service. Au niveau du flux de mails sortants, donc qui a augmenté de 30%, là aussi on va passer de 55 euros par mois à 150 euros par mois, donc une centaine d'euros d'augmentation par rapport à avant le confinement. Mais là aussi, il n'y a pas bien le choix, il faut que ça sorte les emails et il faut que ça marche bien et que ça arrive dans la boîte de réception de vos destinataires et non pas en dossier spam.
Voilà, donc ça c'est pour l'infrastructure. Je tenais à vous détailler un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'il y a derrière Ecomail. Enfin, le dernier point, l'un des derniers points, parce que j'ai autre chose à dire ensuite, un quatrième point. L'un des derniers points, c'est que pour les sauvegardes, donc comme je le disais au tout début, j'avais une machine qui était une clone en fait régulière de la machine principale quand c'était l'ancienne infrastructure, si vous me suivez, hein. Et il y avait ensuite un serveur de sauvegarde externe qui récupérait les fichiers toutes les nuits. Voilà, donc ça c'était récupéré, c'était pareil dans le data center de Free à Paris. Là, j'ai souhaité améliorer un petit peu tout ça parce que la quantité de données augmente sans cesse. On est bientôt à 600 gigas de données hébergées, de 600 gigas de mail. D'ailleurs, pensez à vider votre Corbeil. Ça permettra d'éviter les données stockées en trop et donc de diminuer la pollution générée par le service. N'oubliez pas, hein, tous les mails que vous stockez, en moyenne, c'est 10 grammes de CO2 par an. Donc, pensez à supprimer vos mails, pensez à supprimer le contenu de votre corbeille, sinon ça sert à rien. Et ça, de le faire très régulièrement. Ça évite que, de mon côté, je stocke des emails inutiles, et ça évite aussi que le serveur de sauvegarde copie des emails qui ne servent à rien. Ça fait double stockage pour rien. Voilà, donc pensez-y, c'était le petit message sur la pollution numérique glissé dans cette vidéo. Donc, pour améliorer les sauvegardes qui augmentent sans cesse, je me suis dit, ça ne va pas, le système n'est pas assez performant, une sauvegarde prend entre 7 et 8 heures, donc ça ralentit l'expérience utilisateur, c'est vraiment pas bon, et surtout on est à 600 Go, quand on sera à 3 ou 4 Tera, ça sera infaisable tout simplement. Du coup, j'ai souhaité investir dans un NAS Synology, pour ceux qui connaissent. C'est un petit boîtier qui est connecté à la fibre optique de la maison, donc il est hébergé chez nous, à la maison, dans le bureau. Donc on ne peut pas plus local. L'avantage du NAS Synology, c'est qu'il fournit une interface vraiment très puissante et qu'il a tous les outils qui me permettent de faire des sauvegardes de gros volumes, en fait, si vous voulez. Donc là, j'ai pris un NAS avec 10 Teraoctets de données possibles. Donc ça nous permet de voir venir l'évolution des comails, de faire des sauvegardes donc journalières en plus du système de réplication et de répartition de charges que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on obtient une sécurité vraiment top. C'est-à-dire qu'on a à Paris une répartition de charges, une duplication de données, et ici en Haute-Loire, une copie tous les jours des données Ecomail sur une fibre optique performante qui me permet de, si besoin, restaurer l'ensemble de l'infrastructure en, on va dire, 24 heures, ça sera restauré. Donc c'est vraiment, là je suis beaucoup plus serein aujourd'hui qu'avant par rapport à l'infrastructure d'hébergement d'Ecomail. Voilà, donc je tenais également à vous le dire. Donc cet achat, hein, faut quand même préciser le prix, c'est 1400 € TTC, donc 1100 à vue d'œil dépensés avec Ecomail pour ce petit boîtier. Le quatrième point que je voulais aborder, c'était que je réfléchis actuellement à rapatrier l'ensemble de l'infrastructure d'hébergement dans un local, dans un bureau en Haute-Loire. Donc j'ai les connaissances techniques pour gérer ce type d'infrastructure. Je suis en train de me renseigner au niveau de la fibre, etc. pour une utilisation professionnelle. L'idée, ça serait vraiment d'avoir les données au plus proche du projet. Qu'elles ne soient pas à Paris, qu'elles ne soient pas chez un autre hébergeur Free, mais qu'elles soient chez Ecomail et qu'on puisse gérer l'ensemble des serveurs depuis le bureau tout simplement. L'idée c'est vraiment d'être le plus local possible et potentiellement dans un avenir très lointain alimenter une partie de cette infrastructure avec de l'énergie solaire, ça serait vraiment le top. Enfin bref, voilà, c'était un petit point que je voulais dire. C'est en réflexion, ça demandera un gros investissement qu'on n'est pas prêt de faire pour l'instant. Mais voilà, c'est dans ma tête, je me renseigne quand même, histoire de voir ce qui est possible de faire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo détaillée, complète et un petit peu longue vous a plu. N'hésitez pas à parler d'Ecomail autour de vous, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça serait top. On essaie de faire de plus en plus de vidéos, on essaie de faire de la qualité un peu plus et de vous tenir au courant de tout ce qui se passe derrière Ecomail. Voilà, à bientôt tout le monde, salut!